Aïdis vivait à la lisière du hameau, là où le sentier qui descendait vers l'eau se faisait plus étroit et où le vent, lui, circulait à son aise. Elle avait 32 ans et, à Lindholm, ce nombre ne sonnait pas comme un âge, mais comme un prétexte. Un prétexte à commentaire. Dans sa famille, on l'appelait « vieille fille », plus par réflexe que par malveillance. Une vieille plaisanterie de maison, de celles qu'on répète d'année en année, sans même se demander si elles font encore rire ou si elles sont devenues simples décors, comme le gémissement d'une porte ou le martèlement familier du métier à tisser. Ses sœurs venaient souvent, et la maison n'en perdait pas sa paix. Elle se remplissait seulement de voix, d'odeurs de manteaux mouillés et d'une chaleur de bavardage. Ragnhild parlait beaucoup et drôlement, comme si sa parole courait devant et que ses pensées suivaient entretenant. Sigrid parlait autant, mais autrement. Ses mots savaient toujours trouver l'endroit le plus délicat, même lorsqu'elle faisait mine de ne plaisanter que pour rire. À cette époque, la laine et l'étoffe n'étaient pas une tâche de fond, mais un socle. On filait, on tissait, on recommençait, parce que les vêtements, les voiles, les couvertures, les sacs de réserve naissaient pour l'essentiel sous le toit, et qu'une maison solide tenait d'abord à ses stocks et à l'art de les faire. Ce matin-là, elle travaillait assise, la laine étalée devant elle, et leurs doigts allaient avec l'aisance de ceux qui savent faire sans regarder leurs mains. Alors, Edis, lança Sigrid en séparant les flocons. Tu vas encore coudre des rideaux plutôt qu'une robe de noces? Évidemment, répondit Edis avec calme, sans quitter l'ouvrage des yeux. Les rideaux sont plus utiles. Au moins, eux, ils ne s'en vont pas chez les voisins et ne réclament pas le repas tous les soirs. Ragnhild étouffa un rire dans sa paume, comme si le rire aussi devait se filer avec prudence. Sigrid rit plus fort, mais dans ce rire-là passait déjà ce que tout le monde n'entend pas. Un léger regret, celui d'une flèche qui n'a pas touché juste. Edis rit avec elle, franchement, sans la moindre ombre. Depuis longtemps, elle avait appris à saisir la plaisanterie la première, à lui retirer sa pointe, non par ruse, mais par cette tranquille habitude de ne pas confier son humeur à la langue des autres. À Lindholm, on aimait questionner de front, surtout les jours de fête, quand le feu au milieu des gens donnait l'illusion que tout pouvait se dire. « Tu n'as pas peur de finir seul ?» lui demandait-on, comme si la solitude était une bête qui rôde la nuit autour des maisons. Eidis haussait alors les épaules et répondait simplement, comme d'une affaire ordinaire. « Je ne suis pas seul. J'ai mon métier à tisser, ma maison et le silence. » D'excellents compagnons, à vrai dire. C'était dit d'une façon qui rendait la contradiction presque inconvenante. Et puis, sa maison n'était pas vide. Sa parenté était nombreuse et soudée. Il y avait toujours un rire quelque part et des amis assez pour que l'absence ne fasse pas de trou. Elle allait chez les voisines entraient chez elle. Elle prêtait ses bras aux grands travaux et recevait de l'aide pour les siens. On l'aimait pour son tempérament égal, et parce qu'auprès d'elle, les gens semblaient se rappeler qu'on peut vivre sans se déchirer. La vérité, pourtant, allait plus profond. Seulement, elle ne se posait pas sur la langue. Edis n'était ni orgueilleuse. Elle les conduisait sans peine ceux qui cherchaient en elle une maîtresse de maison commode ou une place tiède près de l'âtre. Ceux-là venaient avec des mines tendres, mais dans leurs yeux, on voyait déjà la liste des tâches qu'elles devraient accomplir, muettes et reconnaissantes. Edis avait vu trop d'alliances scellées par hâte, par peur, par calcul. Elle ne voulait pas de ce destin-là. Son choix était simple. Mieux valait une solitude paisible qu'une vie serrée dans les attentes d'autrui. Parfois pourtant, le soir, quand la maison se taisait et que le feu cessait de crépiter pour ne plus que respirer sa braise, elle se surprenait à écouter non le dehors, mais son propre silence.
Il n'était pas effrayant. Il était plutôt honnête. Edis y vivait comme dans une pièce nette, rangée, où chaque chose est à sa place. Mais certains soirs, elle aurait voulu que quelqu'un y entre, non rudement, non avec des bottes sur le banc, mais avec précaution, de sorte que le silence ne se brise pas, qu'il se réchauffe seulement. Ces jours-là, Sigrid l'irritait plus que d'ordinaire, même si Eidis n'en laissait rien voir. Sigrid, à l'évidence, se croyait chargée d'une mission, rappeler que le temps passe. Ragnhild, au contraire, savait encourager, puis s'élançait aussitôt vers une nouvelle rumeur, comme si la vie, réellement, n'était faite que d'histoires fraîches. La différence se lisait jusque dans leur regard. Ragnhild regardait Eidis avec curiosité et affection. Sigrid la regardait comme on guette soit la victoire sur une obstination, soit la preuve qu'on avait raison depuis le début. Ce matin-là, Sigrid, en lissant la laine, dit soudain, d'un ton qui se voulait tendre: « Eidis, tu sais bien que les gens parlent. Ils se moquent que ta maison soit chaude. Ce qu'ils veulent, c'est un mari. » Eidis ne leva pas la tête. Seul le fil entre ses doigts se tendit, une seconde, comme une corde trop tirée. Puis elle laissa son souffle reprendre sa mesure et répondit, égale, presque douce: « Qu'il parle. Il parle aussi de la pluie comme si elle s'acharnait exprès à les offenser. Et la pluie tombe quand elle doit tomber. » Ragnhild éclata de rire, et Sigrid pinça les lèvres, comme si on l'avait encore doublée au tournant. Pourtant, la conversation ne gâcha pas le matin. Puis arriva ce qui, à Lindholm, arrivait toujours sans prévenir: la nouvelle d'un grand marché. On aimait ces jours-là presque autant que les noces, parce qu'on y trouvait tout à la fois, les marchandises, les commérages, et ce sentiment que la vie avance. Eidis la prit d'abord sur le chemin du puits, puis chez une voisine, puis par un gamin qui passa en trombe en criant, comme si le marché s'ouvrait déjà à l'instant même. De retour chez elle, avant de se remettre aux tâches, elle ouvrit le coffre aux parures. Rien d'extravagant, des objets simples, mais chacun chargé d'un souvenir. Une fibule de sa mère, des perles rapportées jadis par un parent parti loin, un anneau fin qu'elle ne portait que rarement. Eidis n'avait pas l'intention d'acheter quoi que ce soit de coûteux. Elle désirait seulement une joie minuscule, de celle qui ne réclame ni explication ni excuse. De nouvelles boucles d'oreilles, par exemple. De simples boucles, voilà tout. Elle referma le coffre et laissa sa main un instant sur le couvercle, comme si quelque chose en elle avait senti. Il n'y aurait pas que le marché devant. Le jour venu, elle marcha d'un pas tranquille, comme toujours. Et cette tranquillité donnait l'impression que le marché ne l'appelait pas, qu'il se contentait d'attendre qu'elle consente à y passer. Ragnhild se glissa à ses côtés, rajustant son fichu tout en racontant déjà ce qu'elle tenait de l'attente de son mari. Sigrid suivait un peu derrière, avec cette tenue de quelqu'un qui veut tout voir d'un coup, le chemin, les visages, et qui regarde qui. À midi, Lindholm ressemblait à une seule grande cour où toutes les portes auraient été ouvertes. Eidis s'arrêta devant l'étal des bijoux. Sur la planche étaient rangées des boucles d'oreilles de toutes sortes, lourdes, comme faites pour les fêtes, et légères, comme pour les jours ordinaires. De simples anneaux de métal et d'autres sertis de pierre qui accrochaient la lumière. Son regard s'accrocha à l'ambre. La pierre avait une couleur chaude, pareille au feu du soir, mais sans fumée. Les boucles étaient simples, fines, sans fioritures, et pour cela semblaient plus honnêtes que les autres. Eidis les prit, les approcha, comme si elle cherchait moins à les examiner qu'à sentir si elles lui convenaient, non au visage, mais au caractère. Dans le nord,
L'ambre était prisé pour sa beauté et sa rareté. On le faisait circuler par les routes de commerce, et une parure se lisait souvent comme un signe d'aisance et de goût. Sa chaleur de teinte, sa façon de capturer la clarté, le rendaient éclatant sur les habits sombres et laineux. Une paire de boucles, un collier d'ambre, et l'on se souvenait de vous. Elle les essaya et chercha son reflet dans une plaque de métal poli que le marchand gardait pour ses usages. Son visage était calme, avec une pointe d'ironie. Ses yeux, attentifs. L'ambre ne lui donnait pas un air riche. Il lui donnait de la lumière, comme si elle se réchauffait légèrement dans la pâleur du jour. Edith décida presque aussitôt qu'il ne fallait pas s'attarder davantage. Et elle leva déjà la main pour ôter les boucles et les reposait. Et c'est à cet instant qu'elle sentit un regard sur elle. Ce n'était ni grossier, ni poisseux, ni insolent. C'était le regard de ceux qui savent remarquer les détails et n'ont pas peur de ce qu'ils ont remarqué. Edith releva la tête et croisa les yeux de Hakon. Elle sut tout de suite qui il était. Tout le monde le connaissait. À Lindholm, même les enfants prononçaient son nom comme s'ils prononçaient, avec lui, sa terre, son père et son avenir. Il se tenait un peu à l'écart, derrière les étals, et gardait une simplicité sans pause, comme un homme qui n'a pas besoin de prouver qu'il compte parmi les premiers du pays. Son regard s'attarda sur elle, juste assez longtemps pour que cela se voie. Puis, il lui fit un clin d'œil, léger, presque moqueur, comme s'il existait déjà entre eux un minuscule secret, alors qu'il ne s'était pas encore adressé un mot. « Tu as vu ça ?» souffla Ragnhild, se penchant si près d'Edith qu'une mèche de ses cheveux lui effleura l'oreille. « J'ai vu, » répondit Edith calmement, sans changer d'expression. « Il a dû avoir la paupière qui saute. Il est nerveux. » Ragnhild étouffa un rire, vif comme une éclaboussure sur la pierre. Sigrid, qui entendait toujours plus qu'on ne lui disait, tourna aussi la tête et jaugea Hakon avec cette curiosité-là, celle qui est rarement pure. Eidis fit mine d'examiner d'autres boucles et retira celle d'ambre, même si ses doigts s'attardèrent un peu plus que d'ordinaire sur le fermoir. Autour d'elle, tout continuait. Le marchand vantait sa marchandise, quelqu'un discutait âprement le prix du sel, des enfants fusaient entre les adultes comme entre des troncs. Eidis aurait pu partir tout de suite, se fondre dans la foule, faire comme si rien ne s'était passé. Mais elle resta. Non parce qu'elle était piquée de curiosité, et certainement pas parce qu'elle se racontait que c'était un signe du destin. Simplement, quelque chose remua en elle. Ce sentiment discret qui se réveille rarement au bruit des grandes paroles. Il se réveille au respect, à la façon dont on vous regarde comme une personne et non comme un sujet de plaisanterie. Au bout d'un moment, il y eut moins de monde devant l'étal. La foule, comme l'eau, avançait puis se retirait, laissant un vide. Hakon s'approcha. Il n'était plus seulement un regard de loin. Il était là, tout près, et Eidis eut une sensation étrange. L'air, devant les bijoux, semblait plus dense, et les bruits autour comme amortis. Hakon prit les boucles d'ambre, les fit tourner entre ses doigts, d'un geste tranquille, sûr, sans hâte. Il ne se pressait pas, ne jouait pas au grand acheteur. Il tenait l'objet comme quelqu'un qui sait pourquoi il le tient. Puis il tendit les boucles à Eidis. « Elles te vont, » dit-il simplement. « Ça fait ressortir la couleur de tes yeux. Tu devrais les prendre. » Eidis esquissa un sourire, juste assez pour que sa voix reste stable et que son cœur ne se trahisse pas d'un coup trop fort. « Vraiment ?» fit-elle. « Les riches sont donc si riches maintenant, qu'ils jettent les bijoux à la volée ?» Il rit franchement, avec légèreté, un rire sans suffisance. Pas celui d'un homme qui veut briller, mais celui d'un homme
à qui l'on parle vrai, et que cela amuse. Eddie s'aperçut, à sa propre surprise, qu'elle lui rendait son sourire. Et ce sourire-là, lui aussi, était sincère. Il aurait pu être piquant, ou froid, ou dire « merci, mais non ». Pourtant, près de lui, sa prudence habituelle ne se déclencha pas. On ne cherchait pas à l'acheter. On ne cherchait pas à la déplacer vers une place commode. On lui disait seulement « cela te va ». Ragnhild se tenait à côté, l'air de quelqu'un qui allait éclater de joie tout en s'efforçant de rester convenable. Sigrid gardait le silence et regardait les boucles comme si elle évaluait combien une scène pareille vaut une fois racontée. Eydis ne les prit pas tout de suite. Une seconde, deux, comme si elle se testait. N'allait-elle pas trop vite? Puis elle les prit enfin et dit d'un ton presque quotidien « D'accord, mais ça ne veut pas dire que je suis tenu désormais de vanter ton poisson à chaque coin de rue. » Hakon hocha la tête comme s'il acceptait une clause posée avec sérieux. « C'est juste, dit-il. Il me suffit que tu les portes. » À ces mots, Eydis eut un peu plus chaud que le temps ne l'autorisait. Elle referma les boucles dans sa paume, comme on cache quelque chose de petit et de précieux, pas forcément cher, mais important. Et, à cet instant, elle surprit le regard d'une femme dans la foule. Bref, évaluateur, déjà plein de l'histoire qu'on raconterait demain. Eydis le vit et se redressa à peine. Elle ne serait la fable de personne, ni l'avertissement de quiconque. Elle serait elle-même. Chers spectateurs, à la place d'Eydis, auriez-vous pris ces boucles ou les auriez-vous refusées aussitôt pour ne pas nourrir les bavardages? Quand elles s'éloignèrent de l'étal, le vacarme du marché leur retomba dessus comme une vague. Ragnhild se remit à parler d'un seul coup, et ses mots dégringolèrent, rapides et ravis. « Il te regardait, dit-elle, pas comme les autres, et il a fait un clin d'œil. Et les boucles, et il n'a même pas marchandé. Tu comprends ce que ça veut dire ?» Eydis marchait d'un pas égal. De l'extérieur, rien n'aurait trahi ce qui remuait en elle. Elle répondit avec la même tranquillité. « Ça veut dire qu'il a de l'argent et une mauvaise habitude, ne pas marchander. » Ragnhild renifla, mais ne céda pas. Sigrid avançait en silence, et son silence n'avait rien de vide. Il sentait déjà les paroles à venir. Eydis savait que le marché finirait, que les gens repartiraient, mais que le regard de Hakon, lui, ne repartirait pas si facilement. Il était resté quelque part en elle, comme une pierre tiède au fond d'une poche, dont on se souvient quand la main la touche par hasard. Elle tenta de réduire l'épisode à une scène ordinaire. Elle avait acheté des boucles, croisé quelqu'un de connu, parlé, souri. Mais la manière dont il avait reconnu, sans discours, son droit d'être elle-même, ne la lâchait pas. Le soir, quand la maison s'assombrit, Eydis alluma la lampe, ôta son manteau et sortit les boucles. Dans la chaleur du feu, l'ambre paraissait vivant. Elle les essaya de nouveau, cette fois dans le silence, et, une seconde, le sourire lui vint tout seul. Puis elle les retira, les posa soigneusement sur l'étagère, et fit comme si elle devait penser aux affaires. Elle étala l'étoffe, vérifia les fils, remit en place ce qui était déjà à sa place. Quand la nuit fut tout à fait tombée sur Lindholm, Eydis se coucha et ne parvint pas à s'endormir tout de suite. Elle resta là, les yeux au plafond, et se surprit à revenir sans cesse à son regard, à la façon dont il avait tenu les boucles, au fait qu'il n'avait pas marchandé, qu'il n'avait pas cherché l'effet. Il n'y avait pas de jeu, et c'était précisément cela qui la troublait. « Allons donc », se moqua-t-elle doucement dans l'obscurité. Un clin d'œil et voilà que les pensées galopent. Mais les pensées n'obéissaient pas. Elle se représenta Hakon à l'étal, la tête légèrement penchée, comme s'il écoutait non le tumulte du marché, mais ce qu'elle, elle dirait. Et dans cette image, il y avait quelque chose de dangereusement calme. Pas une tempête,
pas un incendie, plutôt l'approche silencieuse de ce qui peut déplacer l'ordre habituel, si on lui fait une place. Derrière la cloison, un voisin claqua une porte. Un rire lointain s'éleva, puis le silence revint. Edith ferma les yeux, mais le silence n'apporta pas le sommeil immédiatement. En elle, comme si une petite porte s'était ouverte, se tenait une question qu'elle ne s'était pas posée depuis longtemps. Et si, parfois, ce n'était pas seulement le marché qui arrivait à point, mais une personne. Après le marché, Lindholm entrait toujours dans des jours comme un grand souffle rendu. Les gens retournaient aux tâches, à nourrir le bétail, à raccommoder les filets, à ce travail sans fin qui ne connaît pas de fête. Mais les histoires rapportées du marché ne se laissaient pas enfermer dans des sacs, ni ranger sur une étagère. Elles circulaient seules, sautaient les clôtures, se cachaient dans la fumée tiède au-dessus des toits et réapparaissaient là où on les attendait le moins. Edith s'efforça de vivre comme si le marché n'avait été qu'un marché, et s'occupait de la maison, veillait au feu dans l'âtre, triait les réserves, lissait l'étoffe sur la table. Et pourtant, les boucles d'ambre restaient plus souvent en vue qu'elles n'auraient dû. Elle ne les portait pas chaque jour, mais il lui arrivait de les prendre, de les tourner, de regarder comment la pierre attrapait la lumière. Ce n'était ni un caprice, ni l'envie de plaire, plutôt une petite mémoire, d'un regard qui n'avait pas ce plissement familier. Ah, la voilà, celle dont on parle. Ragnhild déboulait presque tous les jours, avec un prétexte ou sans. Elle ne savait garder ni les joies, ni les nouvelles en elle. Dans sa voix, il y avait toujours une promesse d'aventure. Même si l'aventure consistait seulement en ceci, la voisine avait mal salé le poisson. « Il reviendra », affirmait-elle, en s'installant près de l'âtre, comme si l'âtre était le sien. Des hommes comme ça ne font pas un clin d'œil pour disparaître. C'est à con tout de même. Edith répondait sans se presser, d'un ton égal. « S'il vient, c'est qu'il passe par là. Ici, les chemins se ressemblent tous, vers l'eau et loin de l'eau. » Ragnhild soupirait avec l'air de quelqu'un pour qui discuter avec Eidis relève d'un devoir de famille, mais la querelle restait douce. Eidis n'interdisait pas ses propos. Elle refusait seulement qu'ils prennent trop d'importance. C'était sa prudence coutumière. Elle n'aimait pas qu'on promette à l'avance, surtout par la bouche des autres. Sigrid passa chez elle une fois, puis une deuxième. Elle se montra calme, presque tendre, mais ses yeux restaient en alerte, comme ceux de quelqu'un qui ne cherche pas ce qui se donne, mais ce qui s'accroche. Elle l'interrogea sur les boucles et sourit comme si elle connaissait déjà la réponse. « Eh bien, le riche s'est montré, dit-elle. Il n'a pas marchandé, hein? Donc il s'est dit que, de toute façon, tu n'aurais personne devant qui porter des bijoux. Autant ne pas économiser. » Edith posa une coupe sur la table et regarda sa sœur sans colère, mais droit. « Si c'était dit cela, je ne les aurais pas prises. » Un bijou doit réjouir, pas rappeler que quelqu'un te croit moindre que tu n'es. Sigrid cligna des yeux, comme si on venait de lui taper doucement sur les doigts, et ramena aussitôt la chose à la plaisanterie, mais la plaisanterie eut moins de force que les précédentes. Edith le vit et la laissa retomber. Elle n'aimait pas gagner. Il lui importait davantage de ne pas céder là où céder est impossible. Les jours passèrent, et tout devint presque normal. Presque. Parfois, Edith se surprenait à tendre l'oreille au pas sur le sentier, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Parfois, elle restait près de la porte un instant de trop, comme si elle attendait qu'on frappe. Puis elle s'en voulait et retournait au travail avec une ardeur redoublée. Elle avait toujours été ainsi. Dès qu'un sentiment relevait la tête, elle le couvrait de besogne, comme on pose un couvercle sur un chaudron pour l'empêcher de déborder. Hakon se présenta un jour où le ciel, gris et lisse, s'étendait d'un seul tenant,
et où un vent mince courait sur l'eau, promettant la pluie sans se décider. Il arriva comme s'il passait réellement par hasard. Pas de salut sonore, pas de suite, pas de présent exhibé. Lui seul, une corbeille de poissons à la main, et l'assurance tranquille de celui qui sait ce qu'il fait. Il s'arrêta sur le seuil et n'entra pas sans y être convié. C'était important. Eidis le remarqua aussitôt. Les gens habitués à prendre ce qu'ils veulent n'attendent pas devant une porte. Lui, il attendait, et regardait avec calme, comme si sa patience était aussi naturelle que la force de ses bras. « On m'a dit que tu faisais la meilleure soupe de poisson de tout Lindholm, » annonça-t-il, d'un air très sérieux. Eidis plissa les yeux. Pendant une seconde, la moquerie familière se leva en elle. Mais elle n'était pas coupante, plutôt chaude. « Qui t'a dit ça ?»« Moi, » répondit-il honnêtement. Ragnhild, qui se trouvait justement chez Eidis, se couvrit la bouche de la main pour ne pas rire trop fort. Sigrid n'était pas là, et l'air en était plus léger. Eidis ne se hâta pas de s'écarter, mais ne fit pas non plus comme si cela ne signifiait rien. Elle observait Hakon, comme pour vérifier. Jouait-il ? Était-il venu pour pouvoir ensuite raconter à d'autres sa victoire ? Hakon soutint son regard et n'orna pas sa demande de paroles inutiles. « Si c'est malvenu, je m'en vais, » dit-il tranquillement. « J'ai juste eu envie d'y goûter, et de voir si c'était vrai, ce qu'on dit, que tu regardes les gens comme tu les regardais au marché. » Eidis haussa les sourcils. « Comment ça ? Comme si tu voyais, non les vêtements et non les rumeurs, mais ce que chacun apporte avec lui, » répondit-il, « et pas seulement dans ses mains. » À cette phrase, quelque chose trembla en elle. Il avait dit cela sans emphase, tout bas, comme on parle des choses simples qui, pour une raison obscure, se révèlent les plus importantes. Eidis s'écarta pour le laisser entrer. « Si tu viens pour la soupe, alors débarrasse-toi de ton manteau et enlève ce qui est mouillé, » dit-elle. « Mais sache-le, si ton ventre est habitué aux délicatesses, il pourrait ne pas tenir. » Hakon sourit et entra. Il posa la corbeille avec soin, comme si ce n'était pas du poisson, mais quelque chose qu'on ne doit pas jeter. Il ôta son manteau, le suspendit de manière à ce que l'eau ne goûte pas au sol, puis seulement, il regarda autour de lui. La maison d'Eidis était tenue, chaude, sans richesse ostentatoire. Et pourtant, dans chaque chose, on sentait la main de la maîtresse. Rien de superflu, mais aucune misère non plus. Un confort qui ne venait pas des ornements, mais de l'ordre et du calme. Eidis se mit au chaudron, et Hakon, sans demander, rapprocha du bois près de l'âtre, comme s'il savait que ce serait plus commode ainsi. Il ne se mêlait pas de commander, il faisait seulement ce qui aidait. Eidis le nota et ne le remercia pas. Non par impolitesse, chez elle, la gratitude n'avait pas besoin de mots. Et se disait en laissant quelqu'un près du feu, en lui versant quelque chose de chaud. Ragnhild, assise, rayonnait. Elle aimait être témoin. Elle aimait quand la vie, soudain, prenait un air de conte, sans sortilège, avec une porte ordinaire et une soupe ordinaire. Mais elle sentit aussi qu'il valait mieux ne pas gêner. Elle trouva un prétexte pour partir, comme si elle venait seulement de se souvenir qu'un travail l'attendait chez elle, et s'en alla trop vite pour que cela paraisse tout à fait naturel. Quand la porte se referma derrière elle, le silence s'épaissit. Eidis poursuivait ses gestes, mais le silence n'était plus le même, non pas creux, mais plein d'une présence. Hakon était assis près du feu et ne regardait pas le chaudron. Il regardait les mains d'Eidis, la manière tranquille dont elle bougeait, sans hâte, comme s'il n'y avait rien d'urgent au monde, sinon faire chaque chose comme il faut. « Tu fais souvent de la soupe de poisson ?» demanda-t-il. « Quand il y a du poisson, » répondit Eidis, « et quand il n'y en a pas, je fais avec ce qu'il y a.
Je ne suis pas de ceux qui attendent des conditions parfaites. Akon hocha la tête, comme si la réponse ne parlait pas de soupe. Au marché, tu as dit que les riches jetaient les bijoux à la volée, se souvint-il. Edis ne se retourna pas, mais sourit. J'ai dit ça pour ne pas avoir l'air d'y prendre plaisir. Et ça t'a fait plaisir? Demanda Akon, d'un ton égal. Edis s'immobilisa une seconde, comme si elle choisissait entre la plaisanterie facile et la vérité. Puis elle décida que la vérité pouvait se dire avec la même simplicité qu'on parle du temps. « Ça m'a surprise, » répondit-elle. « Je n'ai pas l'habitude qu'on m'offre quelque chose sans sous-entendre une dette. » Akon ne se pressa pas de répondre. Il regarda le feu, puis elle, et dans son silence, il n'y avait aucune pression. « Je n'aime pas que les gens se sentent redevables là où ils ne le sont pas, » dit-il enfin. « Il me suffit que tu aies accepté de les prendre. Je n'ai rien demandé en retour. » Edis posa des coupes sur la table, servit la soupe, et l'odeur monta, épaisse, familière. Akon goûta, sans s'exclamer à l'excès. Il se contenta de dire « C'est vraiment bon ». Edis acquiesça, et une brève lueur de sourire passa sur ses lèvres. « Alors mange, » dit-elle, « sinon ça refroidit, et il faudra admettre que tes mots étaient trop généreux. » Ils mangèrent et parlèrent de choses simples. Des brumes qui cette année étaient venues tôt, des filets qu'il faut réparer plus souvent qu'on ne le voudrait, de la drôle de façon qu'ont parfois les gens de se disputer pour des choses qui ne changeront de toute manière pas. Edis remarqua qu'avec Akon, il n'était pas nécessaire de tenir la conversation à distance. Il ne cherchait pas à lui arracher des aveux, n'essayait pas de l'impressionner en étalant sa fortune. Il écoutait, posait des questions, riait quand il y avait vraiment matière à rire. Quand il s'en alla, il ne s'attarda pas sur le seuil, comme s'il vérifiait si elle le rappellerait. Il dit seulement « Si demain tu as le temps, je t'apporterai encore du poisson. Pas parce que je veux de la soupe de nouveau, c'est juste. J'en ai beaucoup. » Edis le regarda comme si elle évaluait non le poisson, mais son ton. « Apporte, » répondit-elle, « mais si tu en as tant, donnant à ceux qui en ont peu. Je n'aime pas qu'on porte du superflu dans une maison pour se donner un prétexte. » Akon sourit. Dans ce sourire, il y avait du respect. « Tu parles comme si tu n'avais jamais besoin de rien, » dit-il. Edis ne détourna pas les yeux. « J'ai besoin qu'on ne me presse pas, » répondit-elle, « et que dans ma maison, on ne suffoque pas sous les attentes des autres. » Akon hocha la tête, comme s'il recevait cela comme une règle, non comme un caprice. « Alors je viendrai sans serrer ton monde, » dit-il, « si tu me le permets. » Edis se tut une seconde, puis répondit « Si tu viens avec ce visage-là, comme aujourd'hui, alors oui, sans doute. » Il s'en alla, et la maison redevint silencieuse. Mais ce silence n'était plus le même. Il semblait avoir retenu la trace de ses pas, de sa voix, de cette manière calme qu'il avait de se tenir. Edis rangea les coupes, étouffa le feu, vérifia la porte. Tout était comme toujours. Et pourtant, elle se surprit à sourire, alors qu'il n'y avait personne. Chers spectateurs, approuvez-vous qu'Akon soit venu si franchement, sans entremetteur ni longue palabre, ou trouvez-vous cela trop hardi pour Lindholm? Les jours suivants, il revint vraiment. Tantôt il apportait du poisson, tantôt du sel. Parfois il se présentait simplement sur le seuil, demandait si l'on avait besoin d'un coup de main, et acceptait un refus avec une tranquillité sans rancune. Il pouvait rester assis près de l'âtre en silence, tandis qu'Edis travaillait, et ce silence ne pesait pas. Il pouvait aider à soulever une charge, réparer une broutille, sans faire de cela une histoire. Edis sentait sa méfiance coutumière reculer peu à peu. Pas disparaître, non. Elle tenait toujours sa vie d'une main ferme. Mais près de lui, elle n'avait plus à serrer les doigts jusqu'à se faire mal. Parfois, quand il riait,
Il se permettait un léger contact, une paume sur son épaule, comme par hasard, comme entre deux gestes. Et chaque fois, il le faisait de telle façon qu'il lui laissait le droit de s'écarter. Edith ne s'écartait pas. Elle feignait de ne pas y prendre garde, mais au-dedans, elle notait comment la chaleur de ce toucher se répandait lentement en elle, sans brûler. Un soir, il s'attarda jusqu'à la nuit. Dehors, le vent s'était levé et la pluie frappa le toit comme si elle voulait entrer. Hakon la regarda et dit « Je peux partir maintenant, si c'est plus tranquille pour toi. » Edith leva la tête de son ouvrage. « Ce qui me rend tranquille, c'est un homme qui ne brise pas le silence, » répondit-elle. « Toi, tu ne le brises pas. » Hakon ne répondit rien. Il se contenta de la regarder plus attentivement. Et Edith sentit qu'au fond d'elle, quelque chose commençait à bouger. Quelque chose qu'elle croyait immobile. Ce n'était ni une décision, ni une promesse. Plutôt l'impression que l'attente qu'elle portait depuis longtemps cessait enfin d'être seulement de l'attente. Elle devenait un chemin. Dans le Nord, l'hospitalité était une loi de vie, surtout quand le temps se durcit et que les routes s'allongent. On attendait d'un foyer qu'il donne aux visiteurs chaleur, nourriture et protection pour le temps convenu, et l'on attendait du visiteur qu'il se tienne avec respect, sans abuser de la générosité reçue. Ces règles aidaient les hommes à survivre et tissaient des liens entre familles. Aujourd'hui, l'on vous accueille au feu, demain, c'est vous qui frappez à une porte étrangère. Après ce soir-là, celui où Hakon était venu pour la première fois avec sa corbeille de poissons et l'air grave d'un homme qui se porte lui-même garant, Lindholm cessa d'être seulement un village au bord du fjord. Il devint un écho. Chaque mot prononcé près d'un âtre étranger trouvait un chemin vers dehors. Chaque sourire aperçu sur un sentier se chargeait de conclusions. Et si, jusque-là, Edith avait vécu comme si le monde marchait à côté sans l'entraver, le monde, désormais, décida de marcher au plus près, à lui regarder par-dessus l'épaule. Hakon continua de venir, pas tous les jours, mais souvent. Parfois il apportait du poisson, parfois un petit sac de sel, parfois il arrivait à l'heure où l'ouvrage est déjà à moitié fait et demandait si l'aide était nécessaire. Il n'entrait jamais sans y être invité et ne s'attardait pas quand Edith se montrait lasse et silencieuse. Il savait partir à temps, et pour cela, sa présence n'était pas lourde. Elle devenait désirée. Au début, Edith se tenait comme si tout cela n'était qu'un hasard agréable, sans importance. Elle plaisantait, comme si les mots recouvraient l'endroit le plus chaud en elle, afin que personne ne voie combien elle se sentait bien. Elle pouvait l'accueillir sur le seuil en désignant la corbeille. « Si tu continues à me porter du poisson comme ça, je vais finir par ouvrir une échoppe. Et alors je serai bien obligé de te faire payer. » Hakon répondait sans se presser. « Si tu ouvres une échoppe, je serai ton premier client. Mais je ne paierai pas. Je dirai à tout le monde que j'ai des droits particuliers. » « Quels droits, donc ?» demandait Edith, et ses lèvres toutes seules commençaient à sourire. « Les droits de celui qui sait où l'on sert, à Lindholm, la soupe de poisson la plus honnête, disait-il. Et il y avait dans sa voix une gaieté calme qui déliait quelque chose en vous, longtemps serré. Edith sentait son propre rire devenir plus doux. Pas plus fort, plus doux. Comme si elle cessait de rire en avance pour détourner les coups, et se mettait à rire simplement parce que c'était drôle. Ragnhild ne cachait pas son ravissement. Elle venait chez Edith presque aussi régulièrement que Hakon, et chaque fois tentait de lui arracher l'aveu que tout cela n'était pas pour rien. « Tu te rends compte que les gens pensent déjà que vous êtes presque mariés ?» disait-elle, assise près du feu, les mains tendues vers la chaleur.
comme si elle se chauffait autant aux nouvelles qu'aux braises. Édice remuait le chaudron avec calme et répondait « Ici, les gens concluent plus vite qu'ils ne pensent. C'est leur talent, pas mon devoir. » Ranmilde soupirait et regardait Édice avec ce respect des plus jeunes pour les aînés, lorsqu'ils comprennent que l'autre ne se brise pas et ne s'excuse pas. Sigrid, d'abord, riait elle aussi. Devant les autres, elle lançait ses plaisanteries coutumières sur les rideaux et la robe de noces, mais son rire, désormais, avait changé. Il se fit plus prudent, plus sec, comme un pain resté trop longtemps sur une étagère. Ce qui l'agaçait n'était pas tant que Hakon vienne chez Édice, mais qu'Édice ne s'agite pas, ne réclame pas d'approbation. Il y avait là quelque chose que Sigrid ne savait pas nommer et qui, pourtant, la rendait mal à l'aise. Un jour où les sœurs aidaient Eidis avec la laine, Sigrid dit, comme en passant, « C'est le fils d'un riche bandit. Ceux-là ne viennent pas d'ordinaire pour la soupe de poisson. Ils viennent pour ce qu'il leur faut. » Eidis leva les yeux et regarda sa sœur, paisible. « Si ce qu'il lui faut ne me plaît pas, il repartira, » répondit-elle, « et il n'arrivera rien de terrible. » Sigrid esquissa un sourire, mais quelque chose d'aigre passa dans ses yeux. « Tu parles comme si ça t'était égal, » dit-elle. Eidis ne détourna pas le regard. « Ce n'est pas égal, » dit-elle. « C'est seulement que je n'ai pas peur. » La phrase était basse, et pourtant elle portait une vérité trop nette pour ceux qui ont l'habitude de s'accrocher à la dépendance des autres. Hakon, lui, semblait ne pas voir la rumeur qui s'agitait, ou faisait semblant de ne pas la voir. Il apportait chez Eidis des choses simples, et une joie simple, une présence sûre, un regard attentif, une aide sans parade. Il lui arrivait de rester assis près du feu, silencieux pendant qu'elle travaillait. Eidis avait cru que ce silence la gênerait, mais non. Il était égal, sans exigence. Il ne cherchait pas à prendre toute la place dans la maison, comme s'il comprenait. C'est son espace, sa vie, et, s'il veut être près d'elle, il doit s'y ajuster, plutôt que tout rebâtir à sa mesure. Un de ces soirs où le vent cognait contre le mur, comme un voisin entêté, Eidis tissait. Ses mains allaient d'elles-mêmes, son regard demeurait concentré. Hakon s'était assis de manière que le feu lui éclairât le visage de côté, et il observait son ouvrage. Longtemps, sans décrocher, comme on regarde quelque chose de juste, quelque chose qui apaise. « Tu travailles toujours ainsi ?» demanda-t-il enfin, comme s'il n'y avait rien au monde de plus important que ces fils. Eidis ne s'arrêta pas. « S'il existe quelque chose de plus important, ça vient d'habitude tout seul, et ça le dit, » répondit-elle. Hakon eut un léger sourire. « Alors il faut que j'apprenne à venir sans bruit, » dit-il, « pour ne pas déranger tes fils. » Eidis sourit à son tour. Dans ce sourire, il y avait de la chaleur. « Si tu apprends à venir sans bruit, personne à Lindole ne te remarquera. Et ça, c'est déjà suspect. » Hakon rit, et son rire fut bas, comme s'il respectait son soir et son ouvrage. Puis il dit, plus sérieusement, « Avec toi, c'est facile. À côté de toi, on peut respirer. » Eidis se troubla une fraction de seconde dans son geste, mais rattrapa vite le fil, comme si de rien n'était. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui parle ainsi, en face. D'ordinaire, on lui disait autre chose, qu'il était temps, que cela ne se faisait pas, qu'un jour il serait trop tard. Et voilà qu'on ne lui parlait ni du temps, ni d'une dette, mais d'air. Sans lever la tête, elle répondit « Les gens parlent comme ça, quand ils veulent quelque chose. » Hakon ne s'en offensa pas. Il la regarda attentivement et dit d'un ton égal « Je veux seulement que tu ne fasses pas semblant que ça t'est égal. » Eidis sentit remonter en elle le vieux réflexe de tout tourner en plaisanterie.
dire quelque chose sur la soupe, sur le poisson, sur les rideaux. Mais au lieu de cela, elle dit plus bas qu'à l'ordinaire, « Ce n'est pas égal. C'est juste que je n'aime pas me promettre ce que je ne connais pas. » Hakon hocha la tête, comme s'il acceptait une condition honnête. Et le silence dans la maison devint si complet qu'on entendait le bois craquer dans le feu. Le lendemain, Edis descendit vers l'eau pour puiser de l'eau fraîche et cueillir des herbes. Et sur le chemin, elle sentit qu'on la regardait. Pas Hakon, non, les voisines, les hommes près des bateaux, même les enfants, qui d'habitude n'ont Dieu que pour ce qu'ils peuvent laisser tomber ou casser. Les regards étaient divers, curieux, moqueurs, bienveillants. Mais tous semblaient demander la même chose. « Alors, Edis, maintenant, tu es comme tout le monde ?» Elle passa sans se presser, le dos droit. Elle n'accéléra pas, ne fit pas semblant de ne rien voir. Elle voyait. Simplement, elle ne se donnait pas. Le soir même, ses sœurs se retrouvèrent encore chez elle. Ragnhild apporta du pain, Sigrid apporta des paroles. Elle commença par une broutille, comme toujours, puis, comme par hasard, lâcha. « Le père de Hakon n'était pas d'humeur aujourd'hui. Torger. On dit qu'il a demandé pourquoi son fils venait si souvent chez toi. » Eidis posa la coupe sur la table un peu plus lentement que d'ordinaire. « Et qu'est-ce qu'on lui a répondu ?» demanda-t-elle. Sigrid haussa les épaules, comme si cela lui importait peu. Mais ses yeux brillaient. « Que tu es une bonne maîtresse de maison, que ta demeure est calme, que tu es commode, dit-elle. Et le dernier mot eut le goût d'un essai, comme si elle l'avait roulé sur la langue, exprès. Edis leva les yeux avec tranquillité. « Commode, répéta-t-elle. On dit ça d'une échoppe ou d'un sac, pas d'une personne. » Ragnhild jeta à Sigrid un regard rapide, une prière muette pour qu'elle s'arrête. Mais Sigrid avait déjà pris goût à la chose. « Torger est un homme de calcul, poursuivit-elle. Il ne lui faut pas une femme avec du caractère, mais une femme qui se tait et fait ce qu'on lui ordonne. Tu comprends bien que si Hakon décide de te choisir vraiment, tu n'auras pas affaire qu'à lui. » Edis soupira. Pas lourdement, pas comme on se plaint, plutôt comme soupirent ceux qui entendent ce qu'ils savaient déjà. « Je comprends, dit-elle, mais je ne vais pas me mettre à craindre d'avance le caractère des autres. Je ne suis pas de celles qui vivent dans la peur que ma vie déplaise à quelqu'un. » Sigrid eut un sourire bref. « C'est ça qui m'agace, dit-elle à mi-voix, comme si elle se parlait à elle-même. Mais les mots restèrent suspendus dans l'air. Edis regarda sa sœur et répondit, calme, presque affectueuse. « Alors ne regarde pas, parce que je ne changerai pas pour que quelqu'un se sente plus tranquille. » Ragnhild intervint aussitôt pour alléger. « Parlons plutôt du fait qu'Edis a des boucles si jolies que le soleil s'y coince, dit-elle, et elle rit. Edis sourit aussi, mais au fond, il resta en elle le sentiment qu'un vent froid venait d'entrer un instant dans la maison. Pas celui du fjord, un autre, un vent d'homme. Hakon arriva tard, quand ses sœurs étaient déjà reparties. Il entra, secoua l'eau de son manteau et s'arrêta, regardant Edis comme s'il comprenait d'un seul coup. Aujourd'hui, elle était fatiguée d'autre chose que du travail. « Journée lourde ?» demanda-t-il. Edis allait répondre par une plaisanterie, elle l'avait déjà sur la langue. Puis elle comprit qu'elle n'était pas obligée de se cacher auprès de lui. « Une journée ordinaire, dit-elle. Simplement, à Lindholm, les jours ordinaires sont souvent plus bruyants qu'il ne faut. » Hakon hocha la tête, s'assit plus près du feu et dit « S'ils deviennent trop bruyants, je peux parler plus bas, mais faire davantage. » Edis le regarda et sentit que sa paix intérieure changeait de nature. Elle n'était plus solitaire.
et se partageaient. Chers spectateurs, approuvez-vous qu'Édice tienne encore Hakon à distance avec des plaisanteries, ou estimez-vous qu'elle devrait déjà s'autoriser davantage de douceur avec lui? Ce soir-là, ils restèrent longtemps près du feu. Hakon parla des affaires à la ferme de son père, des hommes au travail, d'un bateau qu'il fallait réparer, de la façon dont son père mesurait tout à l'aune du profit à venir. Il n'y avait pas de plainte dans sa voix, mais Édice entendait. Il étouffait dans ses attentes anciennes, comme dans une tunique trop étroite. Elle écouta sans l'interrompre. Par moments, elle posait seulement une question, simple et précise, comme si elle triait des fils et choisissait celui qui ne casserait pas. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle à un moment. Hakon la regarda comme si la question était tout ensemble la plus difficile et la plus désirée. « Je veux une maison où l'on ne m'évalue pas à chaque minute, » dit-il. « Et, près de moi, quelqu'un avec qui je n'ai pas besoin de jouer un rôle. » Édice ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, ajouta du bois, et le feu flamba plus clair, éclairant son visage. Une seconde, dans ses yeux, il n'y eut pas seulement le reflet des flammes. Il y eut aussi ce qu'elle gardait depuis des années, la prudence, la dignité, l'habitude de se suffire. Puis elle dit, bas, mais nettement, « Alors il te faudra être patient. Je ne sais pas me jeter dans la vie, les yeux fermés. J'ai attendu longtemps, non pas celui qui viendrait le premier, mais celui qui resterait quand, autour, les gens se mettraient à parler plus fort. » Hakon inclina la tête, et dans ce geste, il y avait une promesse sans parole. Dehors, le vent dispersa les nuages, et au-dessus du fjord, une bande de ciel clair apparut un instant. Édice se surprit à penser qu'elle ne faisait déjà plus qu'écouter des pas sur le sentier. Elle les reconnaissait, et c'était plus dangereux que n'importe quelle rumeur. Les rumeurs, on peut les laisser passer. La reconnaissance, elle, reste. Les rumeurs à Lindholm vivaient comme les petits poissons près du rivage. On ne les voit pas d'abord, mais qu'une eau frémisse et toute la surface se met à frissonner. Hier encore, on riait de voir Hakon paraître de plus en plus souvent près de la maison d'Édice, et ce rire était presque bienveillant, comme il l'est dans un village où l'on commente la vie d'autrui avec la même routine que l'on fait sécher les filets. Mais plus la paix grandissait entre Édice et Hakon, plus les langues des autres s'agitaient. Une trop grande tranquillité paraît toujours suspecte à ceux qui sont habitués au bruit. Édice s'efforçait de ne pas y prendre garde. Elle continuait sa vie sans la mettre en vitrine. Elle ne courait pas vers le sentier lorsqu'elle croyait entendre des pas et ne guettait pas à la fenêtre. Si Hakon venait, elle l'accueillait simplement. S'il ne venait pas, elle ne tournait pas en rond dans la maison, les mains vides. Sa dignité n'était pas froideur. C'était le refus de se laisser devenir dépendante de la présence d'un autre. Hakon avait ce don, être là sans peser. Il venait avec un prétexte ou sans, apporter du poisson, du sel, ou simplement son temps. Il ne réclamait pas l'attention, ne se vexait pas si Édice continuait de travailler, tandis qu'il restait près de l'âtre. Parfois, il aidait en silence, redressait une bricole dans la maison, rapprochait du bois, réparait ces petites choses qui gâtent l'humeur de n'importe quel foyer. Et il le faisait sans cette satisfaction mâle qu'on lit d'ordinaire sur les visages quand on veut, à toute force, qu'on vous félicite. Un jour où Édice s'affairait près du seuil, lissant le bord trempé de son manteau, Hakon s'approcha et dit comme une chose toute simple. « Tu sais que les gens m'appellent déjà « ton hôte », comme si c'était devenu quelque chose de fixe. » Édice leva les yeux et répondit comme si elle parlait du temps. « Ici, on aime baptiser les choses. On croit que nommer, c'est tenir. » Hakon eut un léger sourire. « Et tu n'aimes pas qu'on te tienne, dit-il.
Eidis esquissa un rire. « Je n'aime pas qu'on gouverne ce qu'on ne comprend pas, » répondit-elle. Il y avait là plus qu'une boutade. Hakon l'entendit. Il la regarda avec plus d'attention, comme s'il voulait retenir son visage, tel qu'il est quand on ne l'écrase pas sous les attentes des autres. Ces jours-là, Ragnhild devint encore plus bavarde. Elle apportait chez Eidis du pain, des herbes, un morceau d'étoffe ou simplement sa personne. Et chaque fois, la curiosité dansait dans ses yeux comme le feu dans l'âtre. « Il te regarde comme s'il avait décidé que tu es la seule du village, » disait-elle, essayant de chuchoter, sans y parvenir. « Tu te rends compte comme c'est rare ?» Eidis répondait calmement, même si, en elle, ce n'était pas toujours calme. « Rare ne veut pas dire pour toujours, » disait-elle. « Et pour toujours ne veut pas dire que c'est bien. » Ragnhild soupirait, mais ne discutait pas. Elle aimait Eidis non pour sa douceur, mais pour cette manière qu'elle avait de tenir sa vie droite, comme un fil tendu. Sigrid, elle, n'aimait pas la droiture tranquille. Elle aimait que tout rentre dans l'ordre, et l'ordre, selon elle, avait ses places d'avance. Son propre mariage était coutumier, bruyant, commode, comme un sentier si piétiné qu'on n'a plus besoin d'y réfléchir. Elle ne comprenait pas qu'on puisse marcher ailleurs que là où vont les autres. Et plus il devenait évident que Hakon ne venait pas chez Eidis pour s'amuser, plus l'irritation montait en Sigrid, dissimulée derrière un sourire. Un jour, elle rattrapa Hakon sur le sentier, alors qu'il descendait de la maison d'Eidis vers l'eau. Elle fit mine d'être là par hasard, comme si la route l'y avait menée. Sa voix était légère, presque douce. « Hakon, » dit-elle, « tu passes de plus en plus souvent chez notre Eidis. » Hakon s'arrêta et acquiesça, sans feindre de ne pas comprendre. « Il arrive, » répondit-il. « Elle a une bonne maison. » Sigrid sourit un peu plus. « La maison est bonne, » admit-elle, « et la maîtresse est habile. Seulement, prends garde avec elle. C'est une vieille fille. Elle pourrait s'attacher. En amour, on dit qu'elle n'a aucune expérience. » La phrase sonnait comme une sollicitude, mais elle était trop chargée de venin. Hakon ne sut pas, d'abord, ce qui l'avait le plus heurté. Pas seulement l'insulte faite à Eidis, plutôt la façon dont Sigrid l'avait lancée comme une évidence, comme si c'était normal, comme si l'on pouvait parler d'Eidis comme d'un objet fragile qu'on casse si on le tient mal. Il répondit d'un ton égal, mais une dureté y entra. « Si quelqu'un s'attache, c'est qu'il a de quoi s'attacher, » dit-il. « Et si quelqu'un en a peur, c'est qu'il prête mal les gens. » Sigrid cligna des yeux, comme si la réponse ne lui convenait pas. Mais elle ne recula pas. Elle avait l'habitude que ses mots s'accrochent et restent. « Je dis ce qui est, » dit-elle, « pour qu'après, il n'y ait pas de blessure. » Hakon la regarda, calme. « Les blessures ne viennent pas de la vérité, » répondit-il. « Elles viennent de paroles, dites sans respect. » Sigrid sourit encore, mais le sourire se fit plus mince. Elle prit congé et s'éloigna. Hakon reprit le chemin, mais une lourdeur désagréable lui resta dans la poitrine. Il comprenait que Lindholm s'est transformé la vie des autres en nourriture de conversation. Et il comprenait aussi que cette nourriture, parfois, est sale. Eidis n'apprit pas tout de suite l'échange avec Sigrid. Elle l'apprit plus tard. D'abord, elle le sentit autrement. Dans le village, l'air avait changé. On la regardait différemment. Sur le sentier, on ne se contentait plus de saluer et de passer. Les regards s'attardaient, comme s'ils cherchaient sur son visage la preuve des rumeurs. Même ceux qui lui voulaient du bien parlaient plus prudemment, comme s'ils redoutaient de toucher une plaie. Elle vint au puits, et 2 femmes se turent en la voyant. Ce n'était pas le pire. Le pire fut la manière dont elles se remirent à parler ensuite, plus bas. Et, dans ce chuchotement, il y avait davantage que dans les mots. Eidis remplit son seau, le souleva,
et reprit le chemin sans hâter le pas. Elle ne voulait pas leur donner la joie de voir qu'on pouvait la faire vaciller. Le soir, Ragnhild accourut chez elle, les yeux pleins d'indignation. « Ils ont perdu la tête, dit-elle sans même ôter son manteau. Ils disent des choses, j'en ai les oreilles qui brûlent. Comme si tu t'étais déjà jeté sur un homme marié, comme si on t'avait repoussé et que tu revenais encore. Qui a inventé ça, Eddis ?» Eddis posa une coupe sur la table et regarda sa sœur avec un calme presque terrible. « Celui qui s'ennuie de sa propre vie, » répondit-elle. Ragnhild se mordit les lèvres. « Mais les gens peuvent y croire, » dit-elle. « Ils aiment croire au pire. » Eddis acquiesça. « Les gens aiment croire ce qui les rend meilleurs à leurs propres yeux, » dit-elle. « S'ils me pensent misérable, ils n'ont pas à regarder la leur. » Ragnhild voulut ajouter quelque chose, mais Eddis leva la main, non pour commander, simplement pour arrêter. « Ne dis rien, fit-elle. Je ne veux pas que cette rumeur vive dans ma maison, qu'elle vive là où on l'a engendrée. » Ragnhild partit, mais l'inquiétude resta. Elle ne savait pas habiter le silence comme Eddis. Elle avait besoin de courir, de prouver, de discuter, d'arracher la vérité à pleines dents. Eddis, elle, savait autre chose. Plus on se défend, plus on donne l'impression qu'il y a de quoi se défendre. Hakon n'entendit pas cela par Ragnhild. Il l'entendit par les gens. D'abord par une allusion, puis un chuchotement, puis presque en face. Les hommes près des bateaux parlaient comme s'ils partageaient une nouvelle importante, et non de la saleté. Les femmes, près des cours, échangeaient des regards. Quelqu'un prononça le nom d'Eddis avec ce ton qui, soudain, rend n'importe quel nom étranger. Hakon fut d'abord désemparé. Non parce qu'il y crut. Il portait en lui trop de ce respect calme qui empêche d'avaler la calomnie sans la mâcher. Pourtant, un doute le frôla comme une goutte froide. Non un doute sur Eddis, mais sur son propre droit à être sûr. Il sentit combien les mots peuvent se glisser entre deux personnes si l'on ne tient pas les portes fermées. Ce soir-là, il vint chez Eddis. Sans poisson, sans sel, les mains vides paraissaient plus lourdes qu'une corbeille. Il entra et s'assit sans s'approcher, comme s'il craignait, par sa présence même, d'abîmer quelque chose de fragile. Eddis vit tout de suite ce qui n'allait pas. Il était sombre, silencieux. Même le feu n'adoucissait pas son visage. « Dis-moi la vérité », demanda-t-il enfin. Sa voix était basse, mais tendue, comme celle d'un homme qui redoute de prononcer un mot de trop et qui, pourtant, doit parler. Eddis le regarda calmement. Elle ne s'emporta pas, ne se cabra pas, ne commença pas à se justifier. Son calme pesait plus que la colère. « Alors dis-moi d'abord à quoi tu veux croire, » répondit-elle. Hakon baissa les yeux sur ses mains. Il serra les doigts, puis les rouvrit, comme s'il essayait d'attraper les mots justes. « Je ne veux pas croire à la saleté, dit-il, mais j'ai compris comme elle s'accroche vite. Et je ne veux pas être l'homme qui ne t'a pas demandé en face. » Eddis hocha la tête. Dans son regard, il n'y avait ni mépris, ni blessure, seulement cette compréhension fatiguée de ceux qui savent comment un village mastique les vies. « La vérité est simple, dit-elle. Je ne me suis imposé à personne. Et si je m'étais imposé, tout le monde l'aurait vu. Parce que je ne sais pas faire les choses en silence et en humiliation. Je choisis ou je ne choisis pas. » Hakon leva les yeux. « Et tu choisis, maintenant ?» demanda-t-il. Eddis ne sourit pas. Elle le regarda comme on regarde un homme à qui l'on ne confie pas des paroles, mais un caractère. « Je choisis d'être honnête, » dit-elle. « À toi de choisir ce qui vaut le plus. Les bavardages des autres ou ce que tu as vu toi-même, ici, dans ma maison. » Les mots le frappèrent, non douloureusement, mais juste.
Il se souvint de tout ce qu'il avait vu. Ses mains, sa voix égale, ce regard où il n'y avait pas une demande d'être sauvé. Il se souvint de la façon dont elle l'avait accueilli, sans marchander, sans minauder, sans enfiler en rôle. Et il sentit la colère monter. Pas contre elle, contre lui, parce que cette boue avait tout de même réussi à effleurer sa pensée. Chers spectateurs, approuvez-vous que Hakon soit venu demander, plutôt que de reculer en silence sous le poids des rumeurs? Il se leva, comme pour partir. Mais il ne partit pas tout de suite. Il resta près du feu, comme un homme qui ne sait où ranger la honte, parce que la honte ne se cache pas derrière une besogne. « J'aurais dû te dire dès le début ce que j'entendais, » murmura-t-il. « Et j'aurais dû y mettre fin tout de suite, avant que ça ne s'étende. » Eddis le regarda et dit doucement « Les mots s'étendent quand on en a peur. N'aie pas peur. » Fais ce que tu crois honnête. Hakon acquiesça, sortit, et ses pas sur le sentier ne sonnaient plus comme avant. On y entendait encore son calme, mais aussi cette décision qui vient quand on comprend qu'on ne peut plus seulement passer en visite. Désormais, il faut protéger ou partir. Eddis resta seule près de l'âtre. Elle écoutait le bois qui craquait et sentait en elle quelque chose d'étrange. D'un côté, l'envie de se réfugier dans son silence de toujours, de se dire que tout cela est de trop. De l'autre, une chaleur déjà là. Hakon n'était pas venu avec une accusation, mais avec une demande de vérité. Cela faisait mal, et cela comptait. Parce que la proximité, la vraie, apporte toujours le risque d'être touchée. Elle se leva, prit sur l'étagère les boucles d'ambre. La pierre attrapa le feu et s'illumina d'une lumière chaude. Eddis serra les boucles dans sa paume, comme si elle tenait non un bijou, mais son droit d'être entendue. Elle le savait. Demain, Lindholm parlerait encore. Mais demain, Hakon parlerait aussi. Et de la manière dont il parlerait, dépendrait non seulement sa tranquillité, mais ce que deviendrait leur chemin discret. Le matin qui suit une conversation lourde a toujours l'air trompeusement simple. À Lindholm, la lumière se couchait sur l'eau avec la même régularité que la veille. La fumée montait au-dessus des toits avec la même paresse. Les sentiers restaient les mêmes. Seules les personnes semblaient sentir qu'une chose importante avait bougé. On marchait comme si l'on posait le pied plus doucement, de peur d'effaroucher la nouvelle fraîche. Hakon ne vint pas chez Eidis le lendemain. Et c'était juste. Eidis aurait senti le faux s'il était arrivé avec un sourire, comme si le doute d'hier se lavait avec du poisson et quelques paroles bien tournées. Il lui laissa de l'espace, comme on laisse de l'air à quelqu'un qu'on a heurté sans le vouloir. Pourtant, l'absence de ses pas sur le sentier résonnait dans la maison. Eddis se surprenait à écouter, puis revenait au travail avec irritation. Elle n'aimait pas dépendre, pas même d'une chaleur. Au village, la rumeur de la rumeur s'étendait. Elle ne vivait plus seulement comme une calomnie sale, mais comme une sensation. Quelqu'un a dit quelque chose d'abject, et maintenant, tout le monde attend la suite. Les gens n'aiment pas les histoires sans fin. Il leur faut une chute, une victoire, ou au moins un éclat. Eddis le voyait au regard. Ils étaient plus prudents, mais plus avides. On la saluait un peu plus fort qu'il ne fallait, et l'on détournait les yeux un peu plus vite que d'habitude. Elle ne se laissa pas déstabiliser. Elle allait à l'eau, allait chez les voisins quand il le fallait, recevait ceux qui venaient demander de l'aide, répondait aux demandes avec la même tranquillité. Mais en elle, une inquiétude se tenait, silencieuse, comme un couteau fin sur une étagère, non pour couper, mais pour se rappeler qu'il existe. Cette inquiétude n'était pas pour le village, elle était pour Hakon. Pour l'instant où il avait demandé la vérité, et pour l'instant où une ombre de doute
avait traversé ses yeux. Édith savait qu'un homme peut vaciller. Ce qui comptait, c'était ce qu'il ferait après. Akon, lui, fit ce qu'il jugeait juste. Il n'alla pas vers ceux qui chuchotent. Il alla vers ceux qui peuvent parler en face. Il ne fit pas de scène, n'alla pas de cour en cour, les poings levés. Il parla, simplement. Il demanda « Qui l'a dit ? À qui cela sert-il ? Qui a vu quoi ? De ses propres yeux ?» Les gens, d'abord, éludèrent. Les colporteurs font toujours semblant de ne faire que transmettre. Mais Akon était observateur et patient. Il savait ne pas hausser la voix et faire sentir à l'autre sa propre sottise quand il ment. Peu à peu, des fils remontèrent. L'un se souvint l'avoir entendu d'une femme. La femme se souvint que cela venait, sans doute, de Sigrid. Et Sigrid, bien sûr, nia. Il est plus facile de nier que d'avouer qu'on a poussé la saleté dans l'eau. Mais même si son nom n'était pas prononcé partout à haute voix, chacun comprit. La rumeur n'était pas née seule. On l'avait nourrie. Akon ne revint chez Édith que lorsqu'il avait dans les mains non une défense, mais une vérité. Il frappa doucement, comme toujours. Édith n'ouvrit pas tout de suite, non pour le faire attendre, mais parce qu'elle rassemblait son courage, comme on rassemble ses forces avant de soulever une charge. Il se tenait sur le seuil sans corbeille, sans présent, sans cet air familier de visite. Son visage était grave, et dans ses yeux brûlait une colère qui n'était pas contre elle. Il ôta son manteau, le suspendit comme il le faisait toujours, et ne s'assit pas aussitôt près du feu. Il s'avança et s'arrêta, comme s'il voulait tout dire d'un souffle, tout en se refusant la précipitation. « J'ai trouvé ceux qui ont confirmé que c'est une invention, dit-il. Ils ont dit d'où cela est parti. Et je ne ferai pas comme si ce n'était que du bavardage. » Édith hocha la tête, et ne demanda pas qui précisément, et ne voulait pas que la boue rentre dans sa maison par des noms. « Bien, » répondit-elle avec calme. « Alors on peut fermer ça. » Akon la regarda comme s'il comprenait. Pour elle, il s'agissait de fermer, non de se venger. « Pardonne-moi, » dit-il. Édith fronça un peu les sourcils, surprise. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pour avoir douté ne serait-ce qu'un instant, » répondit-il. « Et pour t'avoir apporté ça, comme si tu avais quelque chose à expliquer. C'est moi qui devais me demander pourquoi je laissais les mots des autres toucher mon esprit. » Il y avait dans cette honnêteté quelque chose qui desserra, en Édith, un fil trop tendu. Il ne rompit pas. Il céda. Elle le regarda et ne vit pas un homme venu se justifier, mais un homme venu se remettre à sa place, sans se cacher. « Tu as fait l'essentiel, » dit-elle à voix basse, sans sourire, mais avec douceur. « Tu es venu et tu as demandé. Tu n'as pas reculé en silence. » Akon s'assit près du feu, comme s'il ne s'autorisait à respirer qu'à présent. Il passa une main sur son visage, et Édith remarqua combien il était fatigué ces jours-ci. Pas de travail, de l'effort qu'il avait fallu pour écarter la toile collante des autres. Ils gardèrent le silence un moment. Le feu crépita, le vent courait derrière la cloison, et la maison redevint ce lieu où l'on peut parler sans nourrir des oreilles étrangères. Édith posa sur la table des coupes d'infusion chaude. Akon prit la sienne, la garda entre ses mains, mais ne but pas tout de suite. « J'étais en colère, » dit-il. Pas parce que quelqu'un avait dit quelque chose, mais parce que j'ai compris comme il est facile de blesser une personne qui n'a fait de mal à personne. Et comme j'aurais pu, moi aussi, devenir celui qui blesse, juste en doutant. Édith le regarda avec plus d'attention. « Les doutes ne blessent pas s'ils passent, » dit-elle. « Ils blessent quand on le laisse vivre. » Akon acquiesça. Et, dans cet acquiescement, il y avait un accord net,
comme dans une poignée de main. Puis il releva les yeux. « Je veux que tu saches une chose. Je ne me cacherai pas, et je ne laisserai personne décider à ma place qui tu es. » Edith sentit monter une plaisanterie, un vieux réflexe. Elle la retint. Elle ne voulait pas recouvrir cet instant de rire. « Je n'ai pas besoin d'être sauvée, » dit-elle calmement, « mais j'apprécie d'avoir près de moi un homme qui tient parole. » Hakon la regarda, comme si ces mots-là valaient plus que n'importe quel aveu. Puis il sourit, un peu las. « Alors il va falloir que j'apprenne à tenir plus que ma parole, » dit-il. « Il va falloir que je sache te tenir, toi aussi, si tu le permets. » Edith arqua un sourcil, mais ses yeux se réchauffèrent. « Ne te presse pas, » dit-elle, « parce que si toi tu es devenu plus hardi, ma vie, elle, n'est pas obligée de courir plus vite. » Hakon se leva. « Viens jusqu'à l'eau, » dit-il. « Ici il fait trop chaud pour parler de choses froides. Et j'ai besoin que le vent chasse de ma tête les dernières sottises. » Edith hésita à peine. Puis elle jeta son manteau sur ses épaules, et ils sortirent. Ils marchèrent vers le rivage en silence, parce que le silence entre eux n'était déjà plus vide. C'était celui où l'on n'a pas à deviner ce que l'autre éprouve. Le fjord était gris et paisible. L'eau semblait lourde. Les barques, amarrées, se balançaient doucement, comme si elles respiraient avec la mer. Là, près d'une vieille embarcation qu'on n'avait pas mise à l'eau depuis longtemps, le vent tombait. La barque se tenait comme si on l'avait oubliée exprès, pour qu'elle ait son coin au monde. Les planches avaient noirci. Cela sentait la mer et le goudron ancien, et dans cette odeur, il y avait quelque chose de sûr. Hakon s'arrêta, posa la main sur le bord, comme pour éprouver la solidité du bois. « Ici, c'est bien, » dit-il. « Il y a moins de monde et plus de vérité. » Edith eut un sourire bref. « La vérité existe aussi dans la maison, » répondit-elle. « C'est juste qu'à la maison, on essaie toujours de l'écouter derrière les portes. » Hakon la regarda et murmura. « Je ne veux plus que tu aies à te défendre avec des plaisanteries. » Edith baissa les yeux sur ses mains. Elle sentit combien d'années elle avait vécu, comme si le rire devait être un bouclier. Et comme il était doux, soudain, d'être auprès d'un homme qui n'exige pas ce bouclier. Elle releva les yeux. « Je ne me défends pas toujours, » dit-elle. « Parfois je vis simplement comme ça. Mais oui, j'ai l'habitude de tout tenir. Même moi. » Hakon s'approcha, sans brusquerie. Il bougeait comme s'il demandait la permission à chaque pas. Il tendit la main, frôla ses doigts, léger, prudent, et s'arrêta. Edith aurait pu retirer sa main. Elle aurait pu lancer une phrase piquante, faire comme si cela lui était égal. Elle ne fit rien de tout cela. Elle laissa simplement sa main dans la sienne. À cet instant, quelque chose en elle se desserra. Pas avec fracas, pas avec théâtre. Juste, la nécessité de se tenir loin du bonheur se dissipa. Hakon se pencha et posa ses lèvres sur sa tempe, puis sur sa joue. Avec une douceur presque timide, comme s'il craignait de défaire, d'un geste malheureux, ce qui s'était bâti si silencieusement. Edith ferma les yeux. Ce n'était pas une fuite, mais une confiance. Elle laissa échapper un petit rire, un souffle. « Je n'aurais jamais cru que ma vie tournerait par ici. » Hakon la serra contre lui, et sa voix, près de son oreille, sonna comme si elle s'adressait non à l'air, mais à son cœur même. « Et moi, je n'aurais jamais cru être reconnaissant à la mer pour une vieille barque. » Ils se hissèrent dans la barque, à l'abri du vent et des regards. Les planches gémirent doucement sous leurs pas. L'embarcation se balança, et ce balancement avait quelque chose d'une berceuse. Hakon entoura Edith comme on entoure non une prise, mais quelque chose de vivant et de précieux. Edith posa la tête sur son épaule et sentit son souffle, égal.
Dans ce souffle, il n'y avait pas de hâte, pas de désir de vaincre. Il y avait le désir d'être là et de ne rien briser. Leur proximité fut calme et chaude, sans gêne, sans grands mots, sans promesses dont on peine ensuite à vivre. Deux êtres, simplement, qui avaient cessé de craindre qu'ils se fassent du bien. Chers spectateurs, selon vous, Édice a-t-elle raison de ne pas se presser de se dire avec Hakon, même après une telle proximité? Quand ils sortirent de la barque, le soir commençait à tomber. Le fjord s'assombrissait aussi, mais l'eau restait paisible. Hakon prit la main d'Édice sans se cacher. Pas pour afficher, simplement comme on tient la main de celui avec qui l'on marche. Édice ne retira pas sa paume. Elle avançait en sentant qu'en elle, désormais, il n'y avait plus cette petite vacuité habituelle, celle qui se dissimule parfois derrière le silence. Au bord du sentier qui remontait vers le village, Hakon s'arrêta. « Je ne veux plus me cacher, dit-il. Et je ne veux pas que tu penses que je joue. Si je suis près de toi, c'est pour de vrai. » Édice le regarda et répondit posément. « Alors tu devras le dire, pas seulement à moi. » Hakon acquiesça. « Je le dirai, promit-il. Et je le ferai de façon que plus personne ne te prenne pour un sujet commode à salir. » Édice sentit en elle monter à la fois la chaleur et l'inquiétude. Parce qu'elle le savait. Désormais, il n'y aurait pas seulement leur chemin discret, mais les autres. Torguer, ceux qui ont fait de la vie d'autrui leur jeu. Mais près d'elle, maintenant, il y avait un homme qui ne fuit pas quand cela devient difficile. Ils arrivèrent devant sa maison. Hakon n'entra pas. Il s'arrêta sur le seuil et la regarda comme s'il voulait retenir ce soir pour toujours. « Bonne nuit, dit-il. Édice hocha la tête. « Bonne nuit, répondit-elle. Et pour la première fois, ce mot ne signifiait pas seulement le silence, mais la certitude. Il s'éloigna. Édice resta sur le pas de la porte, à écouter ses pas qui décroissaient. Elle avait l'impression que, désormais, chaque pas ne menait pas seulement sur le sentier, mais vers une décision déjà postée au tournant, en attente d'être nommée. Après ce soir près de la vieille barque, Édice s'éveilla comme si la maison avait gagné en clarté, bien que dehors régnât la grisaille du nord, ordinaire. L'eau du fjord respirait d'un rythme égal. Le vent suivait sa route le long de la rive. Lindholm faisait son bruit. Et pourtant, en elle, quelque chose avait bougé. Elle n'était pas devenue une autre, pas une fille qui court au sentier guetter des pas. Elle avait seulement senti que, dans sa paix, il y avait désormais une place non seulement pour le silence, mais pour un homme. Hakon vint le lendemain, vers le soir. Il ne se cacha pas, ne regarda pas derrière lui, ne fit pas mine d'aller à ses affaires en passant par hasard. Il emprunta le sentier vers sa maison comme s'il l'avait toujours pris. Édice ouvrit la porte et vit à son visage qu'il ne venait ni pour la soupe, ni pour une conversation près du feu. Il venait avec une décision. Elle le fit entrer, et lui ne tourna pas autour. Il ôta son manteau, le suspendit comme à son habitude, mais cette fois, ses gestes avaient quelque chose de plus ramassé. Il ne s'assit pas près du feu. Il prit place plus près de la table, comme s'il voulait parler non à la maison, mais en adulte, comme on traite une affaire. « J'ai parlé à mon père, » dit-il. Édice releva à peine les sourcils, sans demander aussitôt ce qu'il lui avait dit. Elle savait que, chez lui, ces mots-là ne sont jamais vides. « Je lui ai dit que je voulais t'épouser, » poursuivit Hakon, « et que ce n'était pas une histoire de sentier, mais une décision. » Édice le regarda calmement. Son cœur eut un sursaut, mais son visage demeura égal. Elle n'aimait pas faire de ses émotions un spectacle, même pour elle-même. « Et qu'est-ce qu'il a répondu »
demanda-t-elle tout bas. Akon expira, comme s'il s'autorisait seulement maintenant à reconnaître combien cela avait été difficile. Il s'est tu, dit-il, longtemps. Puis, il a commencé à compter. Comme toujours, la terre, les liens, les paroles. Et il m'a demandé si j'étais sûr de ne pas m'en lasser. Edis eut un sourire sans colère. Torger sait gâcher n'importe quelle poésie, dit-elle. Akon la regarda et répondit simplement. Je ne suis pas venu chercher de la poésie. Je suis venu pour que tu saches une chose. Je le ferai au grand jour. Et s'il le faut, je parlerai fort, là où l'on chuchote. Edis hocha la tête. Ce qui comptait n'était pas qu'il l'ait nommée sa future épouse. Ce qui comptait, c'était qu'il prenait sur lui la seule besogne que Lindholm reconnaisse comme une vraie besogne. Défendre un nom contre la boue, et ne pas la laisser seule face aux langues des autres. Alors il te faudra tenir, pas seulement contre ton père, dit-elle. Il te faudra tenir contre le village. Akon esquissa un sourire bref, sans gaieté. Le village, je tiendrai, dit-il. Mais pour tenir contre mon père, il faudra que je parle comme il a l'habitude d'entendre. Edis lui servit une tisane chaude, et ils se turent un moment, à écouter le feu qui crépitait doucement. Puis Akon leva les yeux. « Je veux porter cette histoire au Ting, dit-il. Pas seulement notre histoire. La rumeur. Je veux qu'on cesse de chuchoter, qu'on dise tout haut, devant témoins, qui a inventé quoi. » Edis le regarda plus attentivement. En elle, une prudence remua. Pas la peur, non. La prudence de quelqu'un qui connaît le prix de la place publique. « Tu es sûr que c'est nécessaire ?» demanda-t-elle. « Tu sais bien que le Ting aime les spectacles. » Akon acquiesça. « Justement, dit-il, puisqu'ils aiment les spectacles, qu'ils voient une parole droite, qu'ils comprennent que je ne choisirai pas ma femme selon les ragots d'autrui. » Edis garda le silence quelques instants. Elle ne pensait pas à la façon dont elle paraîtrait au Ting. Elle pensait à ce qu'elle sentirait quand ceux qui plaisantaient hier sur ses rideaux écouteraient son nom comme une affaire. « Si tu le fais, dit-elle enfin, fais-le jusqu'au bout. Pas pour gagner sur quelqu'un, pour que plus personne ne s'imagine qu'on peut me toucher avec des mots sans en répondre. » Akon inclina la tête, et ce geste-là était une promesse. À partir de ce soir, à Lindholm, tout se mit à aller plus vite. Les rumeurs coururent comme le vent avant la pluie. L'une affirma que Akon allait se marier à coup sûr. Un autre jura que Torger lui cherchait déjà une autre épouse. Un troisième déclara qu'Edis l'avait ensorcelé parce qu'un fils de riche bondi n'aurait pas lié sa vie à celle qu'on appelait depuis des années « vieille fille » autrement. Chacun avait sa version, parce que la vérité simple ennuie souvent plus que l'invention. Ragnhild accourut chez Eidis avant même que Akon n'ait pu l'annoncer au grand jour. Ses yeux brillaient. « C'est vrai, il l'a dit à son père ?» demanda-t-elle sans retirer son manteau. « Et il y aura vraiment un Ting ?» Eidis répondit avec calme. « Il y aura la vérité. Et le Ting ? Oui, il y aura sans doute le Ting. » Ragnhild expira, puis soudain devint plus grave qu'à son habitude. « J'ai peur pour toi, dit-elle. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'ils aiment mordre. Quand ils voient quelqu'un tenir droit, ils veulent vérifier s'il tremble. » Eidis regarda sa sœur avec douceur. « Je tremblerai si je suis seule, dit-elle. Mais si Akon est près de moi, je ferai un pas et je retrouverai mon aplomb. » Ragnhild acquiesça. Dans ses yeux, il y avait du respect. Et s'en alla plus doucement, comme si elle comprenait, elle aussi, que ce moment demandait moins de mots.
Sigrid, au contraire, parla davantage. Elle passa de maison en maison, comme pour jauger qui se rangerait de quel côté. Son sourire était tendu, et Edith se surprit plusieurs fois son regard. Il n'y avait pas de haine ouverte dedans, mais une inquiétude. Comme si Sigrid venait de comprendre qu'une plaisanterie répétée des années peut finir par se retourner contre ceux qui l'ont faite. Hakon n'annonça pas son intention sur le sentier, ni près d'un âtre étranger. Il le fit dans la maison de son père, devant témoins, ceux qui ont le droit d'entendre et de répéter. La parenté, quelques voisins, des gens de la ferme. Torger était assis à sa place, comme si la maison appartenait à son silence. Hakon se leva et dit sans ornement : « Je prends Edith pour femme. » Les mots tombèrent dans le calme, lourds et nets. Quelqu'un toussa, quelqu'un échangea un regard, quelqu'un sourit même, parce que la curiosité est plus forte que la prudence. Torger ne bondit pas, ne cria pas. C'était un homme de calcul, et le calcul n'aime pas les scènes. Il leva les yeux sur son fils. « Tu sais ce que tu dis ?» demanda-t-il. « Tu sais ce que les gens vont dire ?» Hakon répondit paisiblement. « Je sais, et c'est pour ça que je le dis à voix haute, pour qu'il ne reste plus de place au chuchotement. » Torger hocha lentement la tête, comme s'il n'acceptait pas tant le choix de son fils que le fait même qu'un fils puisse choisir. Edith se tenait près de lui, le dos droit, le visage calme. Elle ne souriait pas, ne cherchait pas à avoir l'air d'une gagnante. Elle était simplement elle-même. Et, étrangement, cela inspirait plus de respect que n'importe quelle larme de joie. Parce que dans son calme, il n'y avait pas cette demande « Aimez-moi, acceptez-moi, ne me jugez pas ». Il y avait autre chose. Je me suis déjà accepté. Le reste vous regarde. Quand la nouvelle eut traversé tout le village, le ting devint inévitable. Hakon insista pour qu'à la prochaine assemblée, devant tous, on dise que la calomnie n'était qu'une invention. Il ne voulait pas que cette boue demeure suspendue au-dessus d'Eidis, comme une fumée qui ne se dissipe jamais. Le jour du ting, on se rassembla à l'endroit habituel. Les hommes se tenaient plus près, les femmes un peu à l'écart, mais assez près pour entendre. Les enfants couraient jusqu'à ce qu'on les rabroue. L'air était humide, la voix portait loin. Là où, d'ordinaire, on tranchait les disputes de terre et de dette, on allait trancher ce que beaucoup jugeaient plus important encore. Un nom. Hakon s'avança et dit distinctement : « Il y a eu une rumeur sur Edith, qu'elle se serait jetée sur un homme marié. J'exige que celui qui l'a lancée se nomme, et que ceux qui l'ont répété disent d'où ils la tiennent. » Le silence se fit épais. On se regardait. Personne ne voulait être le premier. Le premier a toujours l'air coupable. Mais Hakon ne recula pas. Il se tenait tranquille, et dans cette tranquillité, il y avait une pression plus forte que le cri. Enfin, certains finirent par parler. C'était une invention. Des mots de Sigrid, lancés comme une plaisanterie, puis repris, ravalés, recrachés plus loin. Sigrid, bien sûr, essaya de sourire, de dire qu'on l'avait mal comprise. Mais au ting, ce genre de sourire ne sauve personne. Là, ce qui compte, ce sont les témoins. Et des témoins, il y en eut. Plusieurs confirmèrent l'avoir entendu de sa bouche. D'autres confirmèrent l'avoir entendu d'autrui. Mais la racine était la même. Sigrid pâlit. Elle se tenait debout, les mains serrées l'une contre l'autre, s'efforçant de garder contenance, mais son visage ne lui obéissait plus. Eidis la regardait sans colère. Ce spectacle ne lui faisait aucun plaisir, et pourtant, la pitié y trouvait peu de place. Les mots, elle le savait, n'existent jamais sans conséquence. Hakon se tourna vers la foule et déclara : « Maintenant vous avez entendu. C'est un mensonge.
et je ne laisserai pas bâtir sur un mensonge l'idée qu'on se fait de la femme que j'ai choisie. Eidis fit un pas en avant, et n'avait pas l'intention de parler longtemps. Sa voix était calme. « Je ne suis pas venue ici pour me justifier, dit-elle. Je suis venue pour que vous entendiez ceci. Je ne vivrai pas sous les inventions des autres. J'ai une maison, un travail, une honneur. Et je ne laisserai personne faire de moi une histoire ridicule. » Dans la foule, quelqu'un hocha la tête, presque sans bruit. Quelqu'un baissa les yeux. Quelqu'un sentit monter la honte, cette honte qui vient tard, quand on a déjà trop dit. Chers spectateurs, approuvez-vous que Hakon ait tout porté au Ting, alors qu'il aurait pu se marier en silence, sans disputer au village le droit de parler? Après le Ting, l'air de Lindholm changea. Pas au point de devenir pur, non, les gens restaient des gens, mais une nouveauté entra dans les conversations, la prudence. Les plaisanteries sur Eidis se dirent plus bas, et certains cessèrent même de les dire. La calomnie avait perdu son goût, dès lors qu'on l'avait nommé mensonge devant tous. Surtout, Eidis sentit son nom lui revenir. Il n'appartenait plus aux langues d'autrui, mais à elle. Hakon la raccompagna jusqu'à sa maison. Sur le sentier, ils marchaient côte à côte. Leurs mains se frôlaient parfois, comme par hasard. Et pourtant Eidis le savait. Ce n'était déjà plus un hasard. C'était quelque chose que le temps lui-même avait rendu permis. Sur le pas de la porte, Hakon s'arrêta. « Je vais revoir mon père, dit-il, et je parlerai du mariage comme on parle d'une affaire déjà tranchée. Je ne veux pas qu'on nous tire comme un filet jusqu'à ce qu'il cède. » Eidis le regarda et répondit doucement. « Alors prépare-toi. Certains tenteront de déchirer. Pas le filet. Toi. » Hakon eut un sourire bref, plus têtu que joyeux. « Qu'ils essayent, dit-il. Je sais maintenant pourquoi je tiens. » Il partit. Eidis resta sur le seuil, à écouter ses pas s'enfoncer dans le crépuscule. En elle, il y avait un calme, mais un calme nouveau. Il ne fermait pas la porte, il la gardait ouverte, juste assez pour laisser entrer le bonheur, et assez fermée pour que la peur ne s'y glisse pas. Après le Ting, Lindholm sembla un temps devenir sourd. On marchait plus prudemment, on parlait plus bas, et si l'on échangeait des regards, ce n'était plus avec cette gaieté sûre de ceux qui ont l'habitude de juger la vie d'autrui comme un spectacle de tous les jours. Mais le silence ne dura pas. Il ne peut pas durer là où l'on aime parler. Simplement, les paroles changèrent, moins carnassières, plus décontenancées. Il fallait réapprendre à parler à Eidis, maintenant que les vieilles plaisanteries n'étaient plus en danger. Eidis le sentait et ne pressait personne. Elle n'exigeait pas d'excuses. Elle n'allait pas de cour en cour avec l'air d'une victorieuse. Elle vivait comme elle avait toujours vécu, sauf qu'à présent, elle n'avait plus à faire semblant d'être seule contre le village. Hakon ne disparaissait pas, ne se cachait pas. Et peu à peu, Lindholm accepta la réalité comme on accepte un changement de vent. On grogne d'abord, puis on cesse d'y penser, puis on vit dans ce nouvel air. Torgeir, après le Ting, se tut moins qu'avant, mais ses paroles demeurèrent lourdes. Il n'aimait pas qu'une affaire se règle en public sans passer par ses calculs, et il n'aimait pas que son fils montre une obstination aussi ouverte. Pourtant, il avait assez de raisons pour comprendre que Hakon ne jouait pas. Jouer avec une décision de cette sorte est dangereux. On y perd non seulement le visage, mais l'autorité de la maison. Il fit appeler Hakon et dit, avec ce froid tranquille dont les vieux recouvrent leur agacement, « Puisque tu as décidé, décide jusqu'au bout. Mais n'oublie pas, le mariage, ce n'est pas un rire près du feu. »
Hakon répondit d'une voix égale. « Je n'oublie pas. C'est bien pour ça que j'en parle à voix haute. » Torger fixa son fils du long regard d'un homme qui a l'habitude de compter les gens comme on compte des pierres. Puis, il hocha la tête. « Alors il y aura des accords, dit-il, comme il se doit. » Dans sa bouche, c'était ce qui ressemblait le plus à une bénédiction. Quand cette phrase parvint à Eidis, elle ne sentit ni soulagement, ni triomphe. Elle eut seulement l'impression qu'un nœud s'était serré comme il fallait. Non parce que Torger était devenu meilleur, mais parce que Hakon avait tenu. Il n'avait pas demandé une faveur, il avait apporté un fait. Pendant que les hommes réglaient leurs affaires, les femmes de Lindholm firent ce qu'elles savaient faire mieux que personne. Se mettre à préparer, comme si une noce n'était pas un événement, mais une grande besogne qu'il faut accomplir proprement et à temps. Et soudain, plus personne ne demandait pourquoi Eidis avait tant tardé à se marier. On demandait autre chose. Ce qu'elle porterait, qui ferait le pain, combien viendrait, qui apporterait la bière, qui parlerait le plus fort à table. Ragnhild, bien sûr, prit la moitié des tâches sans qu'on la prît. Elle arrivait chez Eidis avec des étoffes, des fils, des idées qui naissaient plus vite qu'elle ne pouvait mourir. « Tu comprends, disait-elle, que si on ne fait pas les choses bien, ils diront que tu n'as pas fait d'efforts exprès. Ils aiment chercher le piège chez les femmes. » Eidis répondait tranquillement. « Si je m'épuise pour eux, je serai lasse avant même la noce. Je ferai des efforts pour moi. » Ragnhild se taisait une seconde, puis souriait. Elle comprenait que c'était pour cela qu'elle aimait sa sœur. Sigrid, d'abord, fit comme si tout cela ne la concernait pas. Elle se promenait avec un sourire tendu, parlait avec précaution, évitait de soutenir trop longtemps le regard d'Eidis. Mais elle ne pouvait pas non plus vivre entièrement à côté d'un mariage. Le village la ramenait malgré elle dans le cercle. Un jour, elle vint chez Eidis, posa un petit paquet d'étoffes et dit à voix basse, sans relever la tête, « C'est pour toi, pour la fête. Le tissu est bon. » Eidis prit le paquet et regarda sa sœur avec attention. Elle n'attendait pas d'excuses. Même une demande de pardon bruyante ne l'aurait pas réjouie. Elle voulait une seule chose, que Sigrid cesse de faire d'elle le décor de ses peurs. « Merci, » dit Eidis simplement. Et plus doucement, « À partir de maintenant, plus d'invention, Sigrid. C'est tout ce qu'il faut. » Sigrid inclina la tête. Il y avait dans ce geste plus de honte qu'elle n'en reconnaîtrait jamais. Les jours précédant la noce passèrent vite. Hakon ne venait plus seulement comme un hôte, mais comme un homme qui construit déjà avec elle une maison commune. Il ne prononçait pas de belles phrases, il agissait. Il apporta du bois, répara ce qui attendait depuis longtemps, s'occupa de la viande pour le banquet, rapporta de chez son père un tonneau de boisson et le posa comme si ce n'était pas un luxe, mais une part de l'ordre des choses. Un soir, tandis qu'Eidis triait des herbes et pensait à la foule bientôt rassemblée sous son toit, Hakon s'assit près d'elle et dit « Tu n'es pas obligé de sourire à tout le monde. » Eidis le regarda. « Je n'en ai pas l'intention, » répondit-elle, « mais j'ai l'intention de rester calme. » Hakon hocha la tête. « Je veux que tu restes comme tu es, » dit-il. « Pas comme ils voudront que tu sois. » Eidis eut un rire discret. « Ils n'attendront jamais moi, » dit-elle. « Ils attendront une histoire commode. » Hakon la regarda avec cette fermeté douce qu'il avait lorsqu'il parlait de l'essentiel. « Alors donnons-leur une autre histoire, » dit-il. « Une histoire où personne n'a besoin de prouver quoi que ce soit à personne. » Le jour du mariage arriva. Le matin était frais, mais clair. Le fjord reposait, paisible, et l'eau semblait vouloir, d'elle-même, être témoin. Dans les maisons de Lindholm flottaient des odeurs de pain, de fumée et d'attente. On marchait vers la fête comme on sait le faire ici,
chacun élégant à sa manière. L'un avec une fibule neuve, l'autre avec une ceinture bien brossée, un troisième, simplement le dos plus droit, car une noce est une occasion de paraître meilleur qu'à l'ordinaire. Edith se réveilla tôt et s'étonna de ne pas trembler d'émotion. En elle, ce n'était pas une flamme, mais une chaleur égale. Elle se lava, pressa ses cheveux, enfila ses plus beaux vêtements, choisis non pour éblouir, mais pour se sentir elle-même. Et elle mit ses boucles d'ambre, celle-là. La pierre attrapa la lumière du matin, et, un instant, Edith eut l'impression qu'elle se souvenait du marché avec autant de netteté qu'elle. Ragnhild vint l'aider et passa son temps à se retenir de pleurer de joie, en se moquant d'elle-même. « Je n'aurais jamais cru que je serais dans cet état, » dit-elle en rajustant l'étoffe sur Edith. « Je pensais que c'était toi qui devais être nerveuse. » Edith la regarda et répondit avec calme. « J'ai été nerveuse pendant des années. Aujourd'hui, je vis. » Quand l'heure vint, Edith sortit là où les gens s'étaient rassemblés. Elle vit Hakon aussitôt. Il se tenait droit, tranquille, vêtu pour la fête, mais sans importance affichée. Son regard la trouva, et il sourit comme si tout le bruit autour n'était rien. Comme s'il n'y avait à cet instant que lui et elle, et que le reste n'était qu'un décor. Il s'approcha. Ses gestes n'avaient aucune hâte. Il ne lui saisit pas la main, ne la tira pas vers lui. Il se plaça simplement à son côté, comme si c'était l'endroit le plus naturel du monde. « Tu es prête ?» demanda-t-il à voix basse. Edith le regarda. « Je suis prête à ne plus être l'attente des autres. » Hakon sourit un peu plus. « Alors tout est juste, » dit-il. La fête commença sans grand apparat. On riait, on mangeait, on disputait. Certains parlaient avec précaution, d'autres faisaient mine d'avoir toujours soutenu Edith. Les anciens grognaient pour la forme, les jeunes se réjouissaient sans détour. Les jeunes aiment qu'il se passe quelque chose dans la vie. Cela sentait la viande rôtie, le pain, la fumée, le poisson frais. On buvait dans des cornes et des coupes, on levait des toasts comme si chaque toast était une petite promesse que la vie continuerait. Torger était assis un peu à l'écart, mais non comme un ennemi. Plutôt comme un homme qui s'habituait encore à ceci. Son fils avait gagné non par la force, mais par la ténacité. Il observait Eidis avec une attention de juge. Et pourtant, ce regard contenait moins de mépris. Il la voyait se tenir, sans agitation, sans mendier la considération. Et peut-être comprit-il, pour la première fois, qu'une femme de cette trempe ne menace pas une maison. Elle peut la soutenir. Sigrid était assise près de Ragnhild et s'obstinait à sourire. Mais son sourire glissait sans cesse. Parfois, elle croisait le regard d'Eidis et son visage devenait grave. À ces instants, Sigrid n'avait pas l'air mauvaise. Elle avait l'air effrayée. Effrayée d'avoir porté un jour des mots comme une arme, et de devoir maintenant apprendre à vivre sans cette arme, comme on apprend à marcher sans bâton. Toute la journée, Hakon se tint comme s'il protégeait Eidis, non de l'épaule, mais par l'attention. Il remarquait quand quelqu'un s'approchait trop près, chargé de questions, et détournait la conversation avec douceur. Il ne repoussait personne rudement. Il le faisait à sa manière, pratique. Il posait entre eux et Eidis ses mots calmes, son humour, son assurance. Lorsqu'une femme, trop curieuse, lança bien haut qu'enfin Eidis avait cessé d'attendre et trouvé sa place, Hakon sourit et répondit de telle sorte que tout le monde rit, et qu'Eidis n'eut pas l'impression d'être piqué. Eidis a toujours été à sa place. C'est nous qui avons mis du temps à comprendre où elle était. Eidis le regarda et sentit monter en elle une tendresse chaude, silencieuse. Elle n'aimait pas les déclarations éclatantes, mais ceci en était une, sans pitié, avec du respect.
Chers spectateurs, à la place d'Eidis, auriez-vous pardonné à Sigrid après tout cela, ou gardé vos distances plus longtemps? Tard le soir, quand les tables étaient déjà couvertes de plats vides et que les paroles s'adoucissaient sous la fatigue et les boissons, Hakon et Eidis sortirent un instant vers l'eau. Ils n'avaient pas besoin de se cacher, ils voulaient seulement du silence. Le fjord était sombre, uni, et l'air frais flottait au-dessus de l'eau. Hakon prit sa main. Il ne parla pas tout de suite. Il resta près d'elle, et Eidis sentit que, près de lui, son silence ne disparaissait pas. Il demeurait, mais devenait plus accueillant. « Je croyais que je serais plus nerveux, » dit Hakon. Eidis eut un sourire. « Tu l'étais. Tu as simplement fait comme si c'était du travail, » répondit-elle. Hakon rit et posa un instant son front contre sa tempe, comme s'il cachait dans ce geste tout ce qu'il n'avait pas l'habitude de dire. « Merci, » murmura-t-il. « De quoi ?» demanda Eidis. Dans sa voix, il n'y avait pas de défense, seulement une douceur tranquille. « Merci de ne pas t'être rapetissé pour me simplifier la vie, » dit-il. Eidis regarda l'eau. « Si je m'étais rapetissé, tu l'aurais vu quand même, » répondit-elle. « Tu n'as pas besoin de gens commodes, tu as besoin de gens vrais. » Hakon acquiesça. Puis ils revinrent vers le feu, vers les autres, vers les rires. Mais Eidis sentait que tout cela ne pesait plus sur elle. C'était la vie, autour de leur vie. Plus tard, alors que la fête se dispersait, Eidis surprit quelques femmes qui chuchotaient qu'elle s'était trompée à son sujet. Elle le disait avec un embarras qui trahissait la gêne de leur ancien rire. Eidis n'eut pas envie de les piquer en retour. Il lui suffisait de ne plus se justifier. Elle n'endossait plus le rôle qu'on lui avait attribué. À la fin de la journée, Hakon la regarda comme si tout le chemin valait ce regard. Et Eidis pensa à une chose simple. Parfois, l'amour ne vient pas quand les autres l'attendent. Il vient quand on est prêt à le recevoir sans peur, sans nécessité de prouver quoi que ce soit. Et cette sensation était aussi claire que la lumière d'ambre au creux de ses boucles.